Merci à tous d'être ici. On m'avait dit qu'une conférence de mathématiques n'attirerait pas grand monde. Eh bien, vous leur donnez tort. Forcément, là, il faut constater que ce soir, vous êtes quand même assez nombreux et je vous en remercie. Alors, je vais vous parler effectivement des nombres décadiques, principalement des nombres décadiques. Ce qui va me les amener, c'est des connaissances que vous avez. Je vous présente l'innovateur des nombres décadiques, il s'appelle Kurt Ansel. Il est né à Königsberg, donc en Russie, en 1861. Et entre 1895 et 1930 à peu près, il a été l'auteur de nombreuses publications d'algèbre principalement, et puis aussi de théorie des nombres. Alors la théorie des nombres, lui, si vous voulez, il avait une vision des nombres qui n'était pas celle de ses contemporains. Et il faut reconnaître qu'en mathématiques, il y a plusieurs façons de voir les choses. On peut très bien essayer de coller à la réalité, et puis on peut aussi essayer de se détacher de cette réalité pour voir le monde d'une autre façon. Et je dirais qu'avec Kurt Ansel, c'est un peu ce qui va se passer. Sa vision du monde, sa vision des nombres, va nous permettre de voir le monde d'une autre façon et se poser des questions. Une question qui est quand même une question, je dirais, bilinéaire, enfin, disons une question qu'on se pose depuis de très nombreuses années. Alors ça va marcher comme ça. Comment devenir riche en rendant au centuple ce qu'on vous a donné? Vous avez une réponse à la question? On va essayer d'en trouver une ce soir. Enfin, tout au moins, on va montrer que quand on regarde les nombres d'une autre façon, c'est pas forcément complètement idiot. Ça paraît complètement stupide. C'est vrai que vu comme ça peut l'être, mais les nombres décadiques permettent quand même bien des choses. Vous allez voir, s'échapper de la réalité, bien entendu. Mais en sortant de cette salle, vous aurez tous le mode d'emploi pour devenir riche en rendant au centuple ce qu'on vous a donné. Alors, avant de commencer, bien sûr, on m'a posé la question, est-ce que ça va être accessible, ce que je vais dire? Je tiens à rassurer un petit peu le monde quand même en donnant le cadre, ce que j'appelle les prérequis. Alors, j'en ai prérequis, c'est pour faire le point, bien sûr, sur les connaissances dont on va avoir besoin, mais aussi parce qu'on utilise du vocabulaire, comme dans toutes les sciences, on utilise un vocabulaire qui nous est propre et qui n'est pas, on n'y fait pas attention quand on parle. Ce vocabulaire est utilisé spontanément et puis c'est pas forcément, les mots qu'on donne n'ont pas forcément le même sens pour vous que pour le scientifique. Alors ça va permettre de faire le point là-dessus. Vous allez voir que les connaissances dont j'ai besoin sont finalement très faibles. Ça va être le concept de nombre entier, ce qu'on appelle les entiers naturels. J'en profite pour donner tout de suite les gros mots, entiers naturels, mais rassurez-vous, c'est quelque chose de très simple. C'est les premiers nombres que vous avez vus à l'école primaire. C'est les nombres qui servent à compter. De compter les objets d'une collection. On n'ira pas beaucoup plus loin au niveau du concept, ça c'est pas. N'allez pas vous faire d'illusions. J'ai simplement besoin d'avoir ce concept très primaire de nombre entier naturel. De savoir également, d'avoir un peu la notion de nombre négatif. Alors ça se voit plutôt au collège. Les nombres négatifs, ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'un nombre plus son opposé est égal à 0. Alors qu'est-ce que c'est que l'opposé d'un nombre? Ce qu'on appelle l'opposé d'un nombre, c'est le même nombre mais avec un signe moins, enfin disons en changeant le signe. Par exemple, l'opposé de moins 3, c'est 3. Quand on fait la somme des deux, ça fait 0. Ça, c'est à peu près la seule chose dont j'ai besoin de savoir. L'opposé d'un nombre positif, c'est le négatif, en changeant le signe. L'opposé du négatif, c'est le positif. C'est-à-dire l'opposé de moins 7, c'est 7. Si vous faites la somme des deux, ça fait 0. Vous voyez que ce n'est pas bien méchant, ce qu'on va voir. Les nombres décimaux, si ma conférence s'appelle nombres décimaux, nombres décadiques, il y a quand même des nombres décimaux au nombre décadique. C'est-à-dire qu'on va parler des nombres décimaux comme vous les avez vus en primaire. Ça sert à quoi les nombres décimaux? Qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit que ça servait à effectuer des mesures. Ça me suffit comme notion, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. J'ai simplement besoin que vous sachiez qu'un nombre décimal, ça s'écrit avec une virgule, c'est déjà pas mal, mais avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Je dis bien un nombre fini de chiffres après la virgule.
eh bien, ça ne sera pas assez. On aura besoin d'aller un peu plus loin. Et on aura alors besoin des nombres qu'on appelle rationnels. Les nombres rationnels, ce sont des nombres qu'on peut écrire sous forme de fractions. Des fractions, les quotients de deux entiers. 2 tiers, par exemple. 2 sur 3. Alors là, j'aurais besoin de plus de connaissances dessus, mais je les donnerai au fur et à mesure, si vous voulez. Je ne vais pas tout vous parler, je ne vais pas tout vous dire maintenant. Je vous dirai ce que j'ai besoin au fur et à mesure. Ça va quand même être, comme vous allez voir, les nombres rationnels, ça va vraiment être quand même la pierre angulaire de toute notre conférence, quand même. Plus que les nombres décimaux. Alors, vous avez besoin comme prérequis aussi des opérations sur les nombres. Les opérations, ce que vous avez vu en primaire, encore une fois. L'addition, la multiplication, pas des choses bien compliquées. La multiplication, je reviendrai dessus parce qu'il y a une petite difficulté, je ne sais pas si vous en rappelez, certainement pas d'ailleurs. Il n'y a pas de raison tout au moins. Les écritures, vous voyez à côté, j'ai marqué écriture A fois B sur C, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut multiplier un nombre par, qu'on peut écrire le produit. Je dis produit, c'est-à-dire multiplication, du nombre A par un nombre B et divisé par C. En revanche, écriture A sur C multiplié par B n'a pas forcément de sens dans l'ensemble des nombres entiers. Je vous donne un exemple. Je ne peux pas faire 27 divisé par 6 multiplié par 4. Pourquoi? Parce que 27 divisé par 6, ce n'est pas possible dans l'ensemble des entiers naturels qu'on désigne par la lettre n. Ce n'est pas un entier, 27 divisé par 6. En revanche, en permutant un peu l'ordre des facteurs, vous pouvez faire d'abord 27 multiplié par 4 et divisé par 6. On s'affranchit de cette difficulté avec les nombres rationnels, puisqu'avec les nombres rationnels, c'est les fractions. On écrira 27 divisé par 6 sous la forme 27 sixièmes multiplié par 4. Eh bien, on pourra faire l'opération, on dira que c'est exactement la même chose que 27 multiplié par 4 divisé par 6. Si vous voulez, les nombres qui s'écrivent sous forme de fractions nous permettent de nous simplifier drôlement la vie. Pour les calculs, disons, on n'a plus à faire attention à l'ordre des facteurs. Bon, en gros, j'ai dit un peu l'essentiel des choses que vous connaissez, l'essentiel sur les fractions, sur tout ça. Et je vais vous parler d'un autre truc dont je vais avoir besoin, ça s'appelle les égalités. Là non plus, je n'ai pas besoin de grand-chose. Finalement, c'est le principe de la balance, les deux plateaux de la balance. Une égalité, c'est l'équilibre. Et si vous avez A égale B, ça veut dire si votre balance est en équilibre, vous pouvez rajouter de chaque côté la même chose, je rajoute de chaque côté C, ça reste encore en équilibre. Je peux multiplier les quantités par un même nombre et ça fera toujours un équilibre, AC égale BC. Vous voyez que j'ai fait, c'est pas une faute d'orthographe, j'ai marqué 2 SI. Si vous avez quelques souvenirs, vous savez que c'est une abréviation pour si et seulement si. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez aussi lire dans l'autre sens. Je l'ai lu dans un sens, j'ai dit si A égale B, alors A plus C égale B plus C, etc. Vous pouvez le lire dans l'autre sens, si A plus C égale B plus C, alors A égale B. Ben oui. Si vous avez l'équilibre sur votre balance A plus C d'un côté, B plus C de l'autre, vous retirez le C de chaque côté, ça reste encore en équilibre. Les choses ne sont pas plus difficiles que ça, et je n'ai pas besoin de plus de connaissances que ça, finalement, pour comprendre ce que je vais dire. Pour qu'on puisse comprendre ce que je vais dire. Ça me permet de résoudre ce qu'on appelle des équations de la forme AX égale B. Alors, une équation, c'est une égalité qui n'est pas toujours vérifiée, c'est une égalité dont le x prend une valeur bien précise. Et quelle valeur va prendre ce nombre x ici? Eh bien, si vous avez A fois un certain nombre qui est égal à B, ça veut dire que le nombre est égal à B sur A. Voilà, je vous donne un exemple. Si vous avez 2x égale 6, un seul x vaudra 2 fois moins, 6,5. Les meilleurs en calcul me diront que ça fait 3. Si vous avez 7x égale 4, c'est pareil. Si vous avez 7x égale 4, un seul x vaudra 7 fois moins, c'est-à-dire 4 septièmes. Ça va, je ne vous ai pas encore largué? C'est bon? Alors en mathématiques, on utilise une méthode assez souvent pour essayer de découvrir des objets nouveaux, mais je dirais davantage pour donner un sens à des écritures qui n'en ont pas. Alors cette méthode a été employée en primaire, déjà pour commencer, mais de façon assez opaque. Et puis elle a été utilisée quand même plusieurs fois en collège, en lycée. Pour vous la présenter, j'ai déjà vous la présenter là où elle a été le plus visible, c'est-à-dire en collège, sur les puissances. C'est là où vous l'avez vu sans doute pour la première fois de façon très claire. Alors on rappelle ce que c'est que les puissances d'un nombre.
quand on écrit a puissance 4, a puissance k, pardon, on va commencer par quelque chose de général, a puissance k, qui se lit aussi a exposant k, ben parfois on lit aussi ak, simplement. C'est une abréviation d'écriture, de lecture, quand il n'y a pas de problème particulier de compréhension. Donc a exposant k à puissance k, c'est le produit du nombre k fois par lui-même. Bien sûr, si k est supérieur ou égal à 2. Ainsi, on définit A2, c'est-à-dire A au carré, comme on dit aussi, comme le produit de A par lui-même. Le produit du nombre A 2 fois par lui-même. A3, le produit du nombre 3 fois par lui-même. A4, le produit du nombre 4 fois par lui-même, etc. Vous avez compris. Si on peut remarquer, par exemple, que A4, c'est le produit du nombre par lui-même 4 fois, donc c'est aussi le nombre A multiplié par le nombre A 3 fois par lui-même. C'est la même chose que A fois 3, ou que A 3 fois. En regardant ça, ça nous laisse penser à une petite propriété. Alors il y a plusieurs propriétés sur les puissances, je ne vais pas toutes vous les énoncer, je ne vous fais pas un cours là-dessus. Je vous montre simplement une propriété qui va nous servir pour la suite. J'en prends qu'une seule, j'aurais pu en prendre une autre, mais je prends celle-là, c'est la plus courante, la plus facile à utiliser. C'est le produit de deux puissances d'un même nombre. Quand je veux multiplier deux puissances d'un même nombre, je fais la somme des exposants. Le produit de 2 puissance de 5, 5 puissance 2 par 5 puissance 4, alors quand vous écrivez les choses, ça se voit, ça vous fait 5 fois 5, et après vous multipliez encore par 5, 4 fois. Ça vous fait 5 puissance au total. Le 5 a été multiplié 2 plus 4, 6 fois par lui-même. Alors tout ça, je viens de dire, c'est très facile. Où est-ce qu'on veut en venir ? Mais on va en venir finalement que la notion de puissance, c'est quand même lié, que l'exposant devait être supérieur ou égal à 2. Pour dire qu'on multiplie le nombre k fois par lui-même. Regardez ce que ça donne quand on écrit à puissance 1. C'est-à-dire multiplier le nombre une fois par lui-même, ça prête à confusion. On peut penser que c'est le nombre A multiplié par A. C'est quand même un peu dangereux comme façon de dire les choses. Quant à A puissance 0, A puissance moins 1, A puissance moins 2, alors là, ça n'a plus aucun sens. Vous ne pouvez pas multiplier le nombre 0 fois par lui-même, ni moins une fois par lui-même. On est bien d'accord. Voilà donc quelque chose qui n'a aucun sens. Mais on va essayer de donner un sens à ces écritures. On essaye de donner un sens à ces écritures en utilisant la règle que je vous ai donnée tout à l'heure sur le produit des puissances. Alors on triche un peu. On dit, tiens, on va supposer que ces écritures ont un sens. Et en supposant qu'elles ont un sens, on va pouvoir utiliser les règles on va pouvoir utiliser la règle du produit de deux puissances. Alors on y va, je l'ai fait sur les trois premiers, en utilisant A puissance 2, mais j'aurais pu utiliser autre chose. A puissance 2 multiplié par A puissance 1, ça ferait A puissance 2 plus 1, donc A puissance 3, qui est la même chose que A2 multiplié par A. J'ai A2 fois A puissance 1 égale A2 multiplié par A. Comme on l'a dit tout à l'heure, on peut simplifier de chaque côté par A2 et on obtient A puissance 1 égale A. Et de la même façon, je peux dire ce que vaut A puissance 0 en faisant A puissance 0 multiplié par A puissance 2, par exemple. Dans ce cas-là, j'obtiens A puissance 2 plus 0, c'est-à-dire A puissance 2, qui est la même chose que A puissance 2 multiplié par 1. Simplification, ça me fait du A puissance 0 égale 1. Bon, je l'ai fait également pour A puissance moins 1, mais vous avez compris, je ne vais pas forcément tout vous lire. Vous avez compris qu'on peut étendre la notion de puissance, prolonger la notion de puissance à des exposants pour lesquels, finalement, ça n'avait pas de sens. Dire A puissance moins 1, dire que c'est égal à 1 sur A, ça ne se voit pas du tout dans la définition primitive. On est bien d'accord, c'est une extension, c'est un prolongement. C'est-à-dire qu'on a conservé, on a d'abord dit ça a un sens, donc ça va posséder les mêmes propriétés, un sens en gardant les mêmes propriétés, en gardant les mêmes notations, en gardant les mêmes noms, mais en oubliant le sens primitif quand même. Si vous voulez, ça a un sens mathématique, mais ça n'a plus de sens, ça n'a plus le sens initial. Alors, par exemple, pour le 10, c'est quelque chose de très courant, 10 puissance 1, 10 puissance 0, 10 puissance moins 1, ou 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2, ça voudra dire 1 sur 10 au carré. Ça veut dire qu'on va diviser le nombre 10 qu'on va diviser le nombre 1 par 10 puissance 2, c'est-à-dire par 100.
Alors, bien sûr, tout ça, ça nous entraîne et ça nous amène, à partir du moment où on a donné des définitions qui ne sont plus des définitions, qui n'est plus la définition d'origine, multiplier le nombre k fois par même, ça nous amène forcément à une définition qui est beaucoup plus abstraite. Vous n'avez pas besoin de la connaître, on n'aura pas besoin de l'utiliser. Donc ça n'a aucune importance si vous ne la connaissez pas. Mais c'est pour vous dire que ces nouvelles définitions sont forcément plus abstraites. Ce sont des formules, souvent. Et bien, ces formules qu'on va ensuite employer, et ça, c'est dû à cette généralisation qu'on a faite, à cette extension qu'on a faite. Alors, est-ce qu'on peut encore étendre la notion de puissance à titre d'exercice, comme ça, pour nous, entre nous? On a 2 minutes, est-ce que vous voyez est-ce qu'on peut étendre la notion de puissance à des exposants qui seraient des nombres décimaux? Est-ce qu'on peut donner un sens mathématique à 16 exposants 0,5? Oui, non? Oh, bravo! On a affaire à des 16 exposants 0,5. Comment pouvoir étendre notre définition? Alors c'est toujours pareil, on suppose que ça existe, donc pour l'étendre, il va falloir utiliser les propriétés. Les propriétés qu'on a données, on n'en a donné qu'une, donc c'est facile. Le produit de 2 puissances. Eh bien, on va multiplier 16 exposant 0,5 par lui-même. Ça va faire 16 exposant 0,5 multiplié par 16 exposant 0,5. Donc, 16 exposant 0,5 plus 0,5, c'est-à-dire 16 exposant 1. 16 exposant 1, c'est 16. Donc 16 exposant 0,5, c'est le nombre qui multiplié par lui-même donne 16. Vous fouillez dans votre table de multiplication, puis vous en trouvez un. D'ailleurs, vous n'en trouverez qu'un seul. C'est 4. Alors, disons le seul qui soit positif, c'est 4. Et c'est celui-là qu'on appelle la racine carrée. Donc vous voyez, on peut étendre la notion, on peut encore étendre cette notion de puissance à des exposants qui sont autre chose que des entiers. Je vous montre à titre d'exemple parce que, alors là, vous pouvez l'oublier, on n'en aura pas besoin ce soir. Alors je rappelle simplement la méthode qui a été employée. Vous voyez, on a gardé les techniques calculatoires, on a gardé les écritures, les propriétés, on a même gardé le nom, on a toujours appelé ça des puissances, bien que ça ne correspondait plus à la définition de multiplier le nombre par lui-même, autant de fois que l'indiquait l'exposant. Donc on a perdu, on a oublié le sens, la définition primitive, la définition d'origine. On a donné une nouvelle définition donc, de la notion de puissance, mais une définition plus abstraite. Alors après les nombres entiers, disons que cette méthode que vous avez vue, je dis au collège, vous l'aviez vue aussi en primaire, je ne peux pas m'empêcher d'en parler un petit peu, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Cette méthode, vous l'aviez déjà rencontrée en primaire, avec les nombres décimaux. Alors, avant de voir les nombres décimaux, vous avez d'abord entendu parler des nombres entiers. Normal. Les nombres entiers naturels qui sont, je rappelle, les nombres qui servent à compter. Simplement à compter les objets d'une collection. Alors, vous avez travaillé dessus, vous avez vu l'addition, puis la multiplication, et dans la multiplication, il y avait quand même un petit problème. On vous a expliqué qu'une multiplication, c'était, je l'avais peut-être vu d'une autre façon, mais la définition la plus courante, c'était une itération d'addition, c'est-à-dire que quand on écrit 3 croix 4 ou 3 fois 4, ça veut dire qu'on va additionner le 4 3 fois. Ça va faire 4 plus 4 plus 4. Et la difficulté qu'on peut rencontrer dès le départ, c'est 3 fois 4 et 4 fois 3. C'est pas très clair, c'est pas très évident que les deux choses sont les mêmes. C'est pas évident du tout que 4 plus 4 plus 4, c'est égal à 3 plus 3 plus 3 plus 3. Bon, la méthode qu'on utilise, je pense, celle qu'on utilisait dans le temps, et je pense que ça n'a pas beaucoup changé, c'était celle, par exemple, d'une tablette de chocolat. Ici, une tablette de chocolat de 12 carrés, 3 rangées, de 4 carrés chacun, et puis on tournait la tablette, on faisait faire 90 degrés, et à ce moment-là, on avait 4 rangées de 3 carrés chacun. 3 fois 4 égale 4 fois 3, et puis après, avec un petit peu d'entraînement, on voyait que la multiplication était commutative. La multiplication, je vous rappelle, c'est une itération d'addition. Donc tout ça, ça a un sens. On fait 3 fois 4, ça veut dire qu'on additionne le nombre 4 fois, qu'on additionne le nombre 3 fois, le nombre 4 3 fois, on fait 4 fois 3. On additionne le nombre 3 4 fois. Tout ça, ça a un sens. Mais qu'est-ce qui va se passer quand vous allez arriver au nombre décimaux?
Après, en primaire, normalement, vous continuez. Après, une fois que vous avez une petite maîtrise des nombres entiers, on vous fait passer au nombre décimaux. Ces nombres qui sont utilisés pour mesurer des tas de choses, des longueurs, des volumes, tout ce que vous voulez. Là encore, vous pouvez faire les sommes de nombres décimaux, ça ne pose pas trop de problèmes. Somme, c'est addition, je vais oublier de le préciser. Vous pouvez faire des produits de décimaux par des entiers, multiplication. C'est-à-dire que vous allez multiplier le nombre 2,3 par 4. Faire 4 fois 2,3, ça c'est facile, on peut le comprendre. La définition n'a pas changé. On additionne le nombre 2,3 4 fois. C'est facile. Mais qu'est-ce que signifie l'écriture 2,3 fois 4 ? Carrément rien. Ça n'a aucun sens. Pas plus d'ailleurs que celle qui est à côté. Que signifie l'écriture 1,27 par 2,9 ? Ça ne veut rien dire. Vous ne pouvez pas additionner le nombre 2,9 1,27 fois. Vous voyez qu'ici, à ce niveau-là, comme pour les puissances, on va être obligé, pour donner un sens mathématique à cette écriture, on va faire ce qu'on appelle un prolongement. On utilise la méthode du prolongement sans le dire. C'est-à-dire que ce que l'on fait, on va conserver les notations. On ne va pas changer les notations. On gardera la croix pour la multiplication et on continuera à conserver le nom. On appellera toujours ça une multiplication. On conservera les techniques calculatoires. C'est-à-dire qu'on fera la multiplication des nombres décimaux comme on fait des multiplications de nombres entiers, finalement. Donc on conserve les techniques calculatoires, on conserve également les propriétés des opérations, mais bien sûr, on oublie la signification d'origine de la multiplication. Une multiplication, ce n'est plus une itération de somme. Donc vous voyez, quand on généralise un peu les choses, quand on fait des prolongements, on oublie la signification des choses. Et quand on regarde l'affiche, quand on regarde l'illustration de l'affiche de cette conférence, vous voyez ici des oiseaux. Le premier qui regarde vers la gauche, et ensuite vous en avez 2 qui regardent vers la droite, puis 3 qui regardent vers la gauche, puis 4 qui regardent vers la droite, puis après, ça part en vrille, c'est comme dans toutes les foules, ils font n'importe quoi. Mais on peut comprendre que ce qu'on a voulu faire, on a voulu faire une addition 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. C'est-à-dire faire une somme comme ça, et puis à la fin on voit égal moins 1/12. Il y a peut-être quelque chose qui vous choque dans cette écriture. C'est quoi au fait? Qu'est-ce qui peut vous choquer dans cette écriture? Moins 1/12. Moi personnellement, c'est pas ça qui me choque. Oui, exactement. Les points de suspension. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça y est, on m'a expliqué quand même les choses depuis le temps. On m'a dit que ça voulait dire qu'on faisait la somme indéfiniment, que ça ne s'arrêtait pas, qu'on allait à l'infini comme ça. Oui, mais alors dites donc, d'une part, là encore une fois, je suis un peu bloqué, si vous voulez, parce que moi, ce qu'on m'avait dit sur les sommes, sur les additions, on pouvait faire une addition de 2 nombres, une addition de 3 nombres, de 5 nombres, de 1000 nombres, de 100 000 nombres, d'1 million de nombres. Mais comment vous faites une addition d'une infinité de nombres? C'est quelque chose qui n'existe pas. Tout simplement. Ça n'a aucun sens, cette écriture, a priori. Si on veut lui donner un sens, il va falloir qu'on fasse également un prolongement. Et en faisant un prolongement qu'on trouve après moins 1/12, bon, après tout, c'est possible. Parce que ça n'aura pas le même sens. Derrière les signes plus que vous voyez là, il n'y aura pas forcément le sens de l'addition qu'on a l'habitude de voir. Un prolongement, n'oubliez pas, on oublie le sens des choses. On garde des propriétés, mais on oublie le sens. Après les nombres entiers, après les nombres décimaux, on s'aperçoit, et très vite d'ailleurs, peut-être d'ailleurs en primaire, qu'ils ne suffisent pas pour faire toutes les mesures possibles, et on introduit les fractions. Les fractions ne sont pas des nombres. Les fractions ne sont pas des nombres, ce sont des écritures de nombres qu'on appelle rationnels. Quand j'écris A sur B égale R, d'un côté je mets une écriture, de l'autre côté je sous-entends que c'est un nombre. Alors vous voyez, c'est un petit peu, ça manque un peu de rigueur, mais c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on écrit. Le égal n'a pas le sens d'une identification. Ça veut simplement dire que
A sur B est une écriture d'un certain nombre qui s'appellera R. Par exemple, 2 tiers, quand j'écris 2 sur 3, c'est l'écriture d'un certain nombre que j'appellerai simplement 2 tiers. Quand vous écrivez A sur B égale R, ça veut dire que vous pouvez multiplier les deux membres par B, c'est-à-dire par le dénominateur, et vous obtenez le numérateur. Si, en divisant par B, vous obtenez R, en remultipliant par B, vous obtenez le numérateur. Oh, je vais vous donner des exemples, rassurez-vous. Une chose importante, c'est qu'un nombre rationnel n'a pas qu'une écriture fractionnaire. Il en a une infinité. Il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Ça fait aussi peut-être partie de tous les prérequis, des choses que vous avez vues dans le passé. Je vous rappelle ça, par exemple, le nombre de tiers divisé 2 par 3. On va prendre des choses plus simples, allez. On va prendre 6 tiers. 6 tiers divisé 6 par 3, c'est plus facile. Disons qu'on a un résultat immédiat. 6 tiers, ça sera la même chose que... Alors je multiplie par 2, que je ne me trompe pas, ça me foutrait mal quand même. 6 fois 2, ça fait 12, et 3 fois 2, ça fait 6. Bref, 6 tiers, c'est la même chose que 12 sixièmes. Diviser 12 par 6, ça vous donnera le même résultat, que diviser 6 par 3. Voyez. C'est-à-dire que vous pouvez multiplier à proportionnalité dans tout ça. Ça veut dire que vous allez pouvoir multiplier votre numérateur et votre dénominateur par un même nombre, et vous obtiendrez une fraction qui sera une écriture du même nombre rationnel. Je donne quelques exemples de nombres rationnels. Par exemple, 2 tiers. Alors oui, c'est clair que c'est un nombre rationnel, puisque c'est une fraction, quotient de deux nombres entiers, donc c'est bien l'écriture d'un nombre rationnel. 12 18e aussi. Au passage, vous voyez que c'est des écritures d'un même nombre rationnel. D'un même nombre rationnel, parce que pour passer de 2 à 12, je multiplie par 6. Pour passer de 3 à 18, je multiplie par 6. Donc 2 tiers et 12 18e sont des écritures différentes d'un même nombre rationnel. 2,37, c'est 237 sur 100, c'est aussi un nombre rationnel. 5, c'est 5 divisé par 1, c'est 5 sur 1, comme on dit. C'est 10 sur 2, si vous préférez. C'est 15 sur 3, ou tout ce que vous voulez. C'est bien sûr un nombre rationnel. 17,3 sur 4,57. Ah, il manque la virgule là, je crois. Non. Non, elle y est, mais elle ne se voit pas, elle est dans le 5. Hein. Sur 4,57. Non, c'est bon, pardon, je me trompais de ligne. Oui, alors maintenant c'est bon. 17,3 sur 4,57, vous multipliez par 100 au numérateur et au dénominateur, et ça vous fait 1730 sur 457. Et bien sûr, c'est encore un nombre rationnel. Donc vous voyez, les nombres rationnels peuvent très bien s'écrire bien sûr comme quotient de deux nombres entiers, mais a priori, on peut les écrire aussi autrement parfois. Alors parmi toutes les écritures de nombres rationnels, les écritures, je vous rappelle, ce sont des écritures fractionnaires, il y en a une qui est plus simple que les autres. C'est lorsque la fraction est dite irréductible. Là, c'est la fraction la plus simple. Par exemple, si j'ai 4 sixièmes, on dit qu'on peut simplifier par 2 et on arrive à 2 tiers. 2 tiers, je ne peux plus la réduire. C'est ce qu'on appelle l'écriture irréductible. Cette écriture présente un intérêt énorme. Je veux dire que à chaque nombre rationnel, vous pouvez associer une écriture irréductible, une écriture de fraction irréductible, et inversement. À chaque écriture de fraction irréductible correspond à un nombre rationnel unique. Ça permet d'identifier les écritures et les nombres. Je dirais que 2 tiers, c'est un nombre. Enfin, 2 sur 3, c'est une écriture, 2 tiers, c'est le nombre. Faites très très attention, je vous mets en garde. Ne confondons pas un nombre et son écriture. C'est une faute qu'on fait souvent, et c'est une faute qui est fatale. On va voir ça tout à l'heure. Hein. Bien, ça je viens de le dire, je ne m'éternise pas. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'un nombre rationnel a d'autres écritures qu'une écriture fractionnaire? Alors bien sûr, on pense tout de suite à celle qu'on connaît le mieux, c'est l'écriture décimale. Eh bien non, en général, un nombre rationnel n'a pas d'écriture décimale, sauf s'il est précisément un nombre décimal. Sauf si c'est un nombre entier. Autrement, un nombre fractionnaire, vous pouvez toujours y aller, ça n'a pas d'écriture décimale.
Regardez, j'ai posé la division, vous voyez que ça ne peut pas en avoir. J'ai posé la division comme en primaire, c'est-à-dire la potence, hein, comme vous voyez là, ici. 1 à gauche, 3 au-dessus de la potence, le quotient en dessous de la potence, et puis le reste en bas à gauche. Quand vous faites votre division de 1 par 3, il va 0 fois, il reste 1. Vous abaissez à 0. Alors vous voyez que j'ai mis en couleur les choses pour qu'on s'y repère, je ne vais pas faire à chaque fois. Hein. Donc pour la première diapo, j'ai bien voulu le faire. Hein. Donc ici, je divise mon 10 bleu par 3, ça me fait un quotient bleu qui est 3, 3 fois 3, 9, et il reste 1, et il reste 1, rouge. Mais vous voyez qu'il soit rouge ou noir ou bleu, peu importe, ça ne change rien. Finalement, il reste 1. Exactement comme j'avais fait 0 fois 3, il reste 1. Donc c'est normal, puisque c'est toujours le même reste que j'obtienne après les mêmes chiffres dans le quotient. C'est-à-dire que dans mon quotient, après mon 3, j'aurai encore un 3. Et dans mes restes, après un 1, j'aurai toujours un 1. Ça veut dire que le nombre obtenu n'est pas décimal. Je vous rappelle ce que j'ai dit sur les nombres décimaux tout à l'heure. J'ai dit qu'il y avait un nombre fini de chiffres après la virgule. Ici, vous n'aurez pas un nombre fini de chiffres, ça ne s'arrêtera jamais. Donc ce nombre n'a pas d'écriture décimale. Vous voyez? Alors, on va faire un truc qui n'est pas très joli quand même, mais c'est pratique. C'est d'étendre l'écriture des nombres décimaux à une écriture, ce qu'on appelle écriture décimale illimitée ou étendue, périodique. C'est-à-dire qu'on va écrire qu'un tiers, c'est 0,333, etc. En point de suspension. C'est pas très beau comme chose, surtout parce qu'il y a les points de suspension. On comprend qu'il va y avoir une infinité de chiffres. Le dernier chiffre, je l'ai mis en gras pour qu'on voit bien qu'il va se répéter indéfiniment. C'est ce qu'on appelle la période. Cette période est composée d'un seul chiffre. Il peut y avoir des nombres qui ont des périodes de plusieurs chiffres. Alors on peut se demander si tout nombre rationnel a une écriture étendue périodique. Et la réponse est oui. Vous prenez n'importe quel nombre rationnel, vous aurez toujours, il s'écrira toujours sous la forme, il pourra toujours avoir une écriture sous la forme d'un nombre à virgule avec une infinité de chiffres après la virgule qui se répéteront dans un certain ordre, c'est-à-dire une période. Alors, on va le faire sur la fraction 1/7 pour changer un petit peu. On peut comprendre que lorsqu'on divise 1 par 7, il va y avoir, dans les restes, il va y avoir 7 restes possibles, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À vrai dire, il n'y en aura que 6 restes possibles parce que mon nombre n'est pas décimal. Donc il ne peut pas y avoir 0. S'il y avait 0, ça veut dire que ça s'arrêterait au bout d'un moment, ça veut dire que le nombre est décimal. Ce n'est pas. Donc il y a 6 restes possibles qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je commence à faire ma division, je vais obtenir un premier reste, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième. Vous savez, j'ai fait le tour. Quand j'aurai obtenu mes 6 restes, je suis sûr que le 7e, ça sera un de ceux qui a déjà été écrit. Et à partir du moment où c'est un de ceux qui a déjà été écrit, quand je vais refaire ma division, je vais retomber sur les mêmes chiffres pour le quotient. Donc la même période, si vous voulez. Donc une période, si vous voulez. Je vous montre ça ici sur cette division que j'ai posée. 1 divisé par 7, alors je vais plus vite. Hein. Ici, vous faites d'abord 0 fois 7, j'ai pas écrit. Hein. 0 fois 7, ça fait 0, ôté de 1, il reste 1. J'ai tout de suite fait 10 divisé par 7. Mais le premier reste, c'était 1. Après, en faisant 10 divisé par 7, je dis que ça fait 1 fois 7, il reste 3. Le deuxième reste, c'est 3. 30 divisé par 7, 4 fois, il va me rester 2. Le troisième reste, c'est 2. Et ainsi de suite. Et puis, j'arrive au 6e reste, qui est 5. Et si vous regardez bien, mes restes ont été successivement 1, 3, 2, 6, 4, 5. Je les ai tous faits. Après, je suis sûr que je vais retomber sur un qui est déjà tombé. Je ne peux pas tomber sur autre chose. Il y a 6 restes possibles, j'en ai eu 6. Donc le suivant, quand je vais faire, j'étais arrivé à 5 comme reste, j'abaisse un 0. 50 divisé par 7, il va 7 fois. 7 fois 7, 49. Ôté de 50, il reste 1. Oui, c'est un des restes déjà donnés. D'ailleurs, en l'occurrence, c'est le premier. Comme ça, c'est-à-dire que maintenant, je sais que quand je vais faire les divisions, les restes qui vont arriver, ça va être 3, 2, 6, 4, 5 dans cet ordre. Et que les chiffres du quotient vont être encore 1, 4, 2, 8, 5, 7 dans cet ordre, et ceci indéfiniment. Tout nombre rationnel possédera donc un développement périodique, un développement étendu périodique. Là, on commence à rentrer, vous allez voir, on commence à rentrer
vers les nombres, on commence à se pointer vers les nombres décadiques finalement, mine de rien, quand on a compris ça. Alors on peut se demander s'il y a la réciproque à ce que je viens de dire, c'est-à-dire si je me donne un nombre qui possède un développement périodique étendu, est-ce que ça correspond à un nombre rationnel? Est-ce que c'est une écriture d'un nombre rationnel? Eh bien la réponse est oui. Alors ici ce que j'ai écrit c'est peut-être pas très lisible, mais si je prends le nombre par exemple 13,2048,351 à la période 351, 351 c'est la période, et ce que j'appelle la taille de la période c'est le nombre de chiffres de la période. Il y a 3 chiffres, on dirait que la taille c'est 3. Eh bien si je multiplie ce nombre par 10 puissance 3, c'est-à-dire par 1000, ça revient à décaler la virgule de 3 rangs vers la droite. C'est-à-dire que tous les chiffres, ou encore, prenez le problème à l'envers, ça revient aussi à prendre tous les chiffres de la droite, à droite de la virgule, de les décaler de 3 rangs. Il y en a 3 qui passent à gauche. Mais quand vous décalez vos chiffres de 3 rangs, les chiffres de la période 351 vont se trouver décalés de 3 rangs, ils se retrouvent sous les chiffres de 351. Donc quand vous ferez la différence, eh ben, ça vous fera 0. Ça veut dire que finalement, vous allez obtenir un nombre décimal en faisant la différence de 10 puissance la taille du nombre moins le nombre. Pas clair? Je vous le montre. Vous multipliez votre nombre par 1000. Vous voyez, oh, tiens, je vais utiliser le pointeur après tout, puisque j'ai ça. Faire un essai. Hop. Je multiplie mon nombre par 1000. 10 puissance 3n. Donc vous voyez, mon nombre n, je suis perdu. Ah, celui-là. Mon nombre n, je multiplie par 1000. Donc, il y a 3 chiffres ici, les 204 passent à gauche de la virgule. Tous les chiffres qui étaient à droite sont donc décalés de 3 rangs. Et donc, le 351 qui est ici, se trouve décalé de 3 rangs. C'est-à-dire qu'il passe maintenant en 2e, 3e, 4e chiffre. Et puis derrière, il y a 351, 351, comme ça indéfiniment. Quand je vais faire la différence entre ce nombre et puis le nombre initial, ben, tous les 351 qui se trouvent à partir du 4e rang, 5e rang plutôt, ben, ils vont tous disparaître. Et finalement, la différence des deux, ben, ça va me faire un nombre décimal. C'est le lien entre les nombres. Ça va être un lien entre les écritures décimales et les écritures décimales périodiques. Alors ça va être, je vais dire, quelque chose qu'on va utiliser plusieurs fois par la suite. D'accord? D'ailleurs, pour enfoncer le clou, je crois que j'ai fait une deuxième diapositive là-dessus. Voilà, j'ai pris cette fois-ci quelque chose de plus simple. J'ai pris le nombre 0,78, période 78, taille de la période 2. Je vais multiplier ce nombre par 10 puissance la taille de la période. Par 10 puissance 2, c'est-à-dire par 100. Ce qui va donc me donner le nombre 78,78, etc. Je fais la différence de ce nombre avec le nombre initial. Bon, bah, tous les 78 qui se trouvent à droite de la partie décimale se trouvent simplifiés, ils s'en vont. Il ne me reste plus que 100n moins n égale 78, c'est-à-dire que le nombre n, ce nombre 0,78, etc., va être égal à 78,99e. Bon, je vais donner une écriture simplifiée de la fraction, je ne peux pas m'en empêcher. Ça fait n égale 26,30. J'ai vérifié d'ailleurs, parce que pour être sûr de ne pas m'être planté, j'ai vérifié par la méthode usuelle. Vous pouvez vérifier avec votre calculatrice si vous voulez. En divisant 26 par 33, vous obtenez bien quelque chose comme ça, on commence à avoir des 78. Vous voyez que je suis sûr que ça se continuera indéfiniment, parce que mon reste ici, c'est 26, qui est le même que le nombre initial. Donc je refais à nouveau les opérations dans le même ordre, et ce, indéfiniment. Que pensez-vous du nombre qui s'écrit 0,999 périodique, 9? Est-il plus grand que 1? Égal à 1? Supérieur à 1? Non, pardon, inférieur à 1. Allez, plus grand que 1? Non. Égal à 1? Inférieur à 1? Oui. Ah ben c'est faux.
Je vous ai dit, il faut faire attention. Faire attention, ne pas confondre un nombre et son écriture. Et là, c'est l'écriture du nombre, c'est pas le nombre que je vous montre. C'est une écriture décimale illimitée qui est d'ailleurs très mauvaise, je vous l'ai dit, d'un nombre rationnel. Mais ce nombre, c'est 1. Alors, il y a plusieurs façons de le prouver. Il y a une méthode que j'aime bien, mais que je n'ai pas utilisée ici parce qu'elle est trop longue. C'est celle qui a été donnée par Zénon, pour montrer que si ce nombre était plus petit que 1, eh bien Achille ne rattraperait jamais la tortue à la course. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Zénon. C'est un petit peu long à présenter, c'est pour ça que je n'ai pas présenté, mais si vous voulez, je donnerai les références sur le site internet, si vous voulez avoir ça. Autrement, il y a des façons très simples de prouver que ce nombre est égal à 1. Je vais en donner deux. La première, c'est repartir du nombre 1 tiers. Le nombre 1 tiers qu'on a vu tout à l'heure, on avait fait la division de 1 par 3, vous vous souvenez, c'est la première chose qu'on avait faite sur les nombres rationnels, on avait trouvé 0,33333. Par définition d'un nombre rationnel, 1 sur 3, 1 tiers, c'est un nombre qui, multiplié par le dénominateur, vous donne le numérateur. 1 sur 3 égale quelque chose, égale R, ça veut dire que 1 est égal à 3R. Voilà. C'est-à-dire que si vous multipliez un tiers par 3, vous obtenez 1. Et si vous multipliez 0,33333 par 3, vous obtenez 0,99999. Donc les deux sont égaux, tout bêtement. Je vois qu'il y en a qui ne sont pas convaincus, alors j'ai utilisé une autre méthode. J'ai utilisé la méthode précédente. C'est un nombre périodique. C'est une écriture périodique, période 9. La taille de la période, c'est 1. Je multiplie le nombre donc par 10 puissance taille de la période, donc par 10 puissance 1. Par 10. 10 fois le nombre, ben ça va nous faire, on décale la virgule d'un rang vers la droite, ça va nous faire du 9,999999. Et puis on va enlever le nombre n, on va enlever le nombre lui-même, 0,99999. Tous les chiffres après la virgule s'en vont, qu'est-ce qui reste? 9n égale 9. Normal, hein, je vous avais dit qu'une différence entre 10 puissance taille de la période fois le nombre moins le nombre, ça donnait un nombre décimal, éventuellement un nombre entier. Donc 9n égale 9, bah ça fait n égale 1. Vous voyez? C'est convaincant, non? Pas encore. Ça, c'est parce que souvent on confond le nombre et son écriture, vous savez. Mais si vraiment vous pensez que ce nombre ne peut pas être égal à 1, dites-moi quel est l'écart entre 1 et ce nombre. Quelle est la distance entre 0,999 et puis le nombre 1? Vous aurez beaucoup de mal à trouver un écart entre les deux. Vous ne pouvez pas me dire qu'il va y avoir un petit chouïa de 1 quelque part, parce que ça veut dire que vous allez au-delà de l'infini. N'oubliez pas qu'il y a une infinité de chiffres. Alors, une fois qu'on a fait ça et qu'on a bien compris tout ça, eh ben, on peut maintenant parler des nombres décadiques. Cette fois-ci, avec les nombres décadiques, on va faire exactement, je dirais, la même chose qu'on a fait avec les nombres décimaux, avec les nombres rationnels, donner une écriture. Vous savez, cette écriture que j'appelle, qui n'était pas belle, étendue décimale périodique. Ouais, on va faire la même chose, on va penser à faire la même chose, mais cette fois-ci, plutôt que de mettre des chiffres à gauche, on va les mettre, plutôt que de mettre des chiffres à droite, après la virgule, on va les mettre à gauche, pour voir ce que ça donne. Et bien, quand on essaye de le faire, on met des chiffres à gauche, puis on met des chiffres à gauche du nombre déjà existant, ben, plus le nombre est grand. Et lorsque je mets, par exemple, point de suspension 12, 12, 12, puis 13 au bout, on peut se dire qu'on va obtenir un nombre avec une infinité de chiffres à gauche, donc ça va être un nombre infiniment grand. On peut le penser, c'est pas idiot, hein. On va voir ce qu'il en est vraiment. Mais disons qu'ici, cette écriture nous laisse à penser qu'on va arriver à des nombres infiniment grands, et en conséquence, on se dit, bah, c'est pas étonnant qu'on n'ait pas vu ça en classe. Finalement, en classe, on voit des nombres courants, des nombres qu'on va pouvoir manipuler. Alors, on utilisera, je vous le dis tout de suite, on va planter le décor, les nombres décadiques, il y en a de toutes sortes. Ici, moi, je me contenterai pratiquement des entiers décadiques, c'est-à-dire où il n'y aura pas de virgule. Je parlerai un petit peu des nombres décadiques à virgule, qu'on appelle les Brenons.
habituellement. Brenon, alors c'est du Verlan, effectivement, comme le disait très gentiment Ahmed tout à l'heure, c'est effectivement bien du Verlan. C'est bien du Verlan. Ça veut dire, bon, Brenon, nombre à l'envers. Bah oui, c'est des nombres à l'envers parce que cette fois-ci, ils sont écrits dans l'autre sens, finalement. Vous voyez, au lieu d'avoir une infinité de chiffres après la virgule, ils ont une infinité de chiffres avant la virgule. Alors Brenon, ce mot était inventé par une association de jeunes mathématiciens, ceux qui parcourent les collèges, les lycées, et qui est une association de mathématiques qui s'appelle Matengine. Matengine a justement fait une activité sur des nombres qu'on appelle sur des nombres décadiques, en classe de 5e, en classe de seconde. Ils avaient appelé ça à l'époque des Brenons, et je vais donc garder la terminologie. Alors voilà, on voit déjà que parmi les nombres entiers peuvent déjà s'écrire, on peut déjà penser que ce sont des nombres décadiques. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien rajouter devant une collection de zéros, on peut très bien dire que c'est un nombre décadique de période 0 finalement. Alors, pour faire un prolongement, je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir conserver quand même un certain nombre de choses. Pour faire un prolongement qui tienne la route, il va falloir conserver les techniques opératoires. Tout ce qui est les opératoires, les propriétés, tout le bazar. On conservera le nom, on conservera beaucoup de choses. On oubliera le sens des nombres. D'ailleurs, ces nombres-là ne représentent plus, je signale au passage, nous pouvons représenter des quantités d'objets. Bien sûr, on oublie le sens. OK? Mais on va pouvoir quand même prolonger les opérations. Additionner le nombre qui se termine par 473 et qui a une période 521 au nombre qui se termine par 312 et de période 326. On fait la somme exactement comme vous l'avez fait pour les nombres ordinaires. Vous avez une petite différence peut-être, la seule chose. La petite différence que vous avez vue, c'est que j'ai mis le signe plus à droite plutôt qu'à gauche. C'est la seule différence. C'est tout, ça ne va pas plus loin. Simplement, on met le signe à droite, souvent parce qu'il y a une infinité de chiffres à gauche. C'est tout. Autrement, vous pouvez vérifier mes opérations. Je ne pense pas que je me sois planté. 2 plus 3, ça fait 5. 7 et 1, 8. 3 et 4, 7, etc. J'ai fait la même chose sur le nombre périodique. Le nombre décadique à écriture périodique qui se termine par 767 de période 676 avec le nombre qui se termine par 879 de période 879. Voilà, donc je fais la même chose. 9 et 7, 16 et je retiens 1. Alors cette fois-ci il y a des retenues, il y a des retenues partout. Donc pour l'addition ça marche bien. Et bien il va y avoir une chose qui va apparaître avec les nombres décadiques qu'on n'avait pas avec les nombres entiers naturels, c'est que tout nombre décadique possède un opposé. Et ça, c'est nouveau. On ne l'avait pas avec les nombres entiers naturels, ça n'existait pas. Avec les nombres décadiques, ça existe. Regardez. On va rechercher l'opposé du nombre qui se termine par 785 et qui a une période de 847. Alors, on y va pas à pas. On cherche un nombre, là, ici, on y va de proche en proche, pour voir un peu quels vont être ces chiffres. Alors d'abord, pour le chiffre des unités, qu'est-ce qu'il faut rajouter à 5 pour obtenir à la fin 0 dans l'addition, c'est-à-dire pour obtenir 10? Clairement, c'est 5. Il y a une retenue. Il y a une retenue, quel est le nombre qui additionne, alors il y a une retenue de 1, donc ça me fait 8 plus 1, ça fait 9, si ma retenue, je la mets sur le nombre supérieur. 8 et 1, 9, quel est le nombre qui additionné à 9 va me donner 0? C'est 1. Voilà pour le deuxième chiffre. Et je retiens 1. À 7, je rajoute donc ma retenue, 1, ça fait 8. Quel est le nombre qui ajoute à 8 me donne 10, ça fait 2. Et puis comme ça, je continue de proche en proche. Et j'obtiens un nombre où, à la fin, en additionnant ces deux nombres-là, j'ai plus que des zéros. C'est-à-dire le nombre 0 lui-même. C'est intéressant d'avoir ces nombres décadiques, d'avoir ces nombres opposés. Ça va être pour faire les soustractions, j'y viens tout de suite. Et comme je vais être amené à utiliser souvent les opposés des nombres décadiques, je vais vous donner la méthode pour les trouver très vite. Pour être obligé de faire tout ce qu'on vient de faire ici. Il y a un petit truc pour trouver très vite l'opposé d'un nombre décadique. Pour chacun des chiffres, vous prenez son complément à 9.
Regardez pour le 847, 847, 785. Je prends son complément à 9 pour chaque chiffre. C'est-à-dire pour le 8, son complément à 9, c'est 1. Pour le 4, son complément à 9, c'est 5. Pour 7, le complément à 9, c'est 2. Pour le dernier, là-bas, 785, le complément à 9 du 7, c'est 2. Le complément à 9 du 8, c'est 1. Le complément du 5 à 9, c'est 4. Et je rajoute 1 pour avoir l'opposé. C'est-à-dire que vous prenez les compléments à 9 pour chacun des chiffres et vous ajoutez 1 au dernier chiffre, au chiffre des unités. Vous voyez? C'est rentré dans la tête, ça? C'est pas grave, ça va venir tout de suite avec le deuxième exemple. Regardez, on va faire cette différence. On va faire la différence comme on l'a fait en classe primaire, hein, c'est pareil, on fait la soustraction de la même façon. Alors il y a une petite différence quand même avec les nombres entiers. Quand vous faisiez des nombres entiers, 3 moins 2, c'était facile. Vous savez que vous pouvez faire 3 moins 2, mais que vous ne pouvez pas faire 2 moins 3 pour des nombres entiers naturels. C'est pas possible. Une soustraction, ça se fait dans un sens, mais ça ne se fait pas dans l'autre. Avec les nombres décadiques, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez la faire dans les deux sens. Ça, c'est une petite différence. Et pourquoi vous pouvez la faire dans les deux sens? Pourquoi vous pouvez faire A moins B comme vous pouvez faire B moins A? Simplement parce que la soustraction n'existe pas. On fait une soustraction, oui. Mais comme vous le voyez à côté, c'est une addition. Quand nous voyons en dessous, plutôt, c'est une addition qu'on va faire. On ajoute l'opposé. Et finalement, vous pouvez toujours additionner deux nombres. Donc vous pourrez toujours faire la différence de deux nombres, dans un sens et dans l'autre. A moins B, ça sera toujours, peu importe. Alors ici, pour ce nombre-là, quand je fais ma différence, 2 au t de 3, ça fait 1, au t de 7, ça fait 6, 3 au t de 4, ça fait 1, etc., etc. Une autre façon de faire, c'est de prendre l'opposé du nombre qui s'écrit, c'est de rajouter l'opposé du nombre qui s'écrit, qui s'écrit comment d'ailleurs, qui se termine par 312 et qui est de période 326. Alors, je vous ai dit tout à l'heure comment on fait. On prend des compléments à 9 pour chacun des chiffres. Le complément à 9 pour 3, c'est 6. Le complément à 9 pour 2, c'est 7. Le complément à 9 pour 6, c'est 3, et ainsi de suite. Pour le dernier chiffre, le complément à 9 de 2, c'est 7. Et on rajoute 1. L'opposé, c'est donc le nombre qui se terminera par 688 et qui aura pour période 673. Et quand vous faites la somme de ce nombre, qui est l'opposé du nombre qui s'écrivait, qui avait pour période 326, qui se terminait par 312, quand vous faites la somme du nombre, de cet opposé avec le nombre initial, ça vous donne bien sûr le même résultat qu'au-dessus. Ok? Donc vous pouvez toujours faire des différences. Différence, c'est des additions avec des opposés. Je passe aux multiplications, c'est encore faisable, mais ça commence à devenir un peu hard. Ça peut quand même se faire, hein. Si vous êtes un petit peu doué en calcul, vous y arriverez. Personnellement, je l'ai fait à titre d'exemple. Bien entendu, mais il existe pour les nombres périodiques une méthode qui est quand même un peu plus sympa que celle-là. Celle-là, c'est vraiment la méthode un peu loin pour le faire. On s'en sort, mais bon, vous reconnaissez que c'est pas joli. Si vous pourrez vérifier les calculs, hein, si vous voulez, si le cœur vous en dit, ils seront sur Internet. Après la multiplication, la division. Voilà, calculez ce nombre, vous avez 2 minutes. C'est bon, ça y est? Bon. Alors vous vous doutez bien que pour faire une telle division, on ne va pas utiliser la méthode, on ne va pas poser la division comme vous l'avez fait en primaire. Ça serait absolument impossible. C'est impossible, pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas les chiffres qui sont à gauche, par lesquels vous devez commencer. Donc c'est pas possible de le faire. Et on va quand même réussir à faire cette division, et je vais vous dire que le quotient de ces deux nombres, ça va être un nombre entier. Un nombre entier décadique. Et il y a une chose qui est assez marrante, c'est que si j'avais fait la division dans l'autre sens, ça m'aurait aussi donné un entier. Un entier décadique. Et ça ne se voit pas avec les entiers naturels. Quand vous divisez 6 par 3, ça vous fait un entier. Mais si vous divisez 3 par 6,
ça ne vous fait pas un entier. Eh bien ici, avec les nombres décadiques, si ça marche bien. Alors, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, je dis que ça marche bien ici. En l'occurrence, ici, le quotient de mes deux nombres, qu'on le fasse dans un sens ou dans l'autre, ça sera toujours un entier. On verra ça tout à l'heure parce que, comme je ne vais pas la faire, on va voir comment on peut la faire, cette division. On va y aller pas à pas parce que c'est quand même, bon, c'est quand même pas si simple que ça, vous en doutez. Quand je dis que c'est pas si simple, vous allez voir, on va aller dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on va déjà commencer par reprendre ce qu'on a dit sur les nombres décadiques. Ce qu'on a dit déjà, c'est qu'un nombre entier, pouvait se confondre avec un nombre décadique. Par exemple, 41, pour moi, c'est la même chose que le nombre décadique qui se termine par 41 qui a période 0. Le nombre 0, c'est un nombre décadique qui se termine par 0 et qui est de période 0. Donc ça, si vous voulez, pour les nombres entiers naturels, c'est facile. Après les entiers naturels, on a les nombres négatifs. Enfin, pour les nombres négatifs, on a vu tout à l'heure comment ça se passe. Les entiers négatifs, il suffit de prendre l'opposé. Pourquoi? Parce que moins 41, c'est l'opposé de 41. Donc je prends l'opposé, je prends déjà le nombre 41 en nombre décadique, c'est-à-dire période 0, puis se termine par 41, et puis je prends son opposé. Son opposé, c'est simple. Maintenant, on sait faire ça par cœur. Hein. Maintenant, ça y est, on est lancé. Hein. On sait qu'on va prendre le complément à 9 de chacun des chiffres. Et puis pour le dernier, on rajoute 1. Donc le complément à 9 des 0 de la période, ça fait que des 9. Ensuite, le complément à 9 du 4, ça fait 5. Le complément à 9 du 1, ça fait 8. Et je rajoute 1. Le nombre opposé à mon 41, moins 41. Donc l'écriture décadique du nombre moins 41, c'est le nombre décadique qui se terminera par 59 et qui aura une période de 9. Et là, vous voyez, quand vous voyez cette écriture, vous commencez à vous douter que ce que je disais tout à l'heure n'était pas forcément... La question que je me posais tout à l'heure, elle n'est pas forcément une réponse positive. Même d'ailleurs, elle n'est pas une réponse positive. À savoir, la question c'était, ces nombres vont-ils représenter des nombres infiniment grands, puisqu'on a plus une infinité de chiffres? Ben non, vous voyez très bien que ça ne va pas forcément être le cas. Vous voyez très bien qu'avec notre infinité de chiffres, on arrive avec des nombres négatifs. Allez, réciproque. Est-ce qu'un nombre qui est périodique, avec une période égale à 9, est-ce que c'est l'écriture périodique, est-ce que c'est l'écriture d'un nombre entier négatif? Eh bien, la réponse est oui. Il suffit simplement de chercher l'opposé du nombre pour le voir. Vous cherchez l'opposé du nombre qui se termine par 5482, qui est de période 9. Son opposé, vous prenez les compléments à 9 de chacun des chiffres. Ça va très vite. Maintenant, les compléments à 9 des 9, ça fait des 0. Le complément à 9 du 5, ça fait 4. Du 4, ça fait 5. Du 8, ça fait 1. Du 2, ça fait 8. Ça fait 7, pardon. Et je rajoute 1, ça fait 8. C'est ça, il n'y a pas d'erreur. Donc, l'opposé de ce nombre que je vous ai donné, c'est finalement le nombre entier 4518. Ce qui veut dire que le nombre que je vous ai donné était l'écriture du nombre moins 4518. Voilà, donc on va aller de proche en proche. Maintenant, j'arrive au nombre où il n'y a qu'une infinité de 9. Le nombre périodique de période 9. Nombre décadique périodique de période 9. On y va? On dit à quoi il est égal? C'est marqué en bas, c'est moins 1. C'est pas évident, hein, comme ça, quand on voit sa tête, on pense pas que ça peut être moins 1, et pourtant rien, c'est logique. Prenez son opposé. Son opposé, bon, c'est-à-dire que c'est des compléments à 9 pour chacun des chiffres, ça vous fait des 0 partout, puis vous rajoutez 1 sur le dernier chiffre. C'est-à-dire que l'opposé du nombre que j'avais baptisé A, l'opposé du nombre A, c'est moins 1. Pardon, du nombre A, c'est 1. Donc le nombre A, c'est-à-dire le nombre périodique de période 9, c'est moins 1. Vous voyez quand même qu'avec l'infini, et avec des choses qui sont infinies, on peut arriver à des choses un peu troublantes. Parce que ça, je suis persuadé que c'est pas le genre de chose qui est très intuitive. Hein.
On est bien d'accord. Il y a une autre façon d'arriver. Il y a une autre façon d'arriver à ce résultat, c'est d'utiliser ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit que si on a un nombre périodique, c'était pour les nombres décimaux que j'avais dit ça, ou pour les nombres rationnels que j'avais dit ça. Quand il y avait une période, j'avais dit on va multiplier par 10 puissance la taille de la période. Eh bien on va faire la même chose pour les nombres décadiques. J'ai mon nombre n qui s'écrit avec des 9, donc qui est périodique de période 9, je vais le multiplier par 10 puissance taille de la période. La taille de la période, c'est 1, puisque la période c'est 9, il n'a qu'un seul chiffre. Donc si je multiplie mon nombre par 10, ça va être un nombre qui va se terminer par 0, bien sûr, puisque j'ai multiplié par 10, et puis qui sera périodique, de période 9. Alors je vais faire la différence entre ce nombre, 10n, et le nombre n. Bon, ce que j'ai fait, je l'ai fait dans l'autre sens parce que c'est plus facile, j'ai fait n moins 10n, et puis j'ai pris l'opposé après. J'ai fait à droite, comme vous voyez, la soustraction de n moins 10n, c'est pas très méchant. Hein. Comme vous voyez, 0 t de 9, ça fait 9, et puis le reste, ça fait 0. C'est-à-dire que la différence n moins 10n, ça fait 9. Donc la différence 10n moins n, ça fait moins 9. Et si la différence 10n moins n, c'est-à-dire 9n égale moins 9, ça veut dire que le nombre n est égal à moins 1. Ça y est, on est retombé dessus. Une nouvelle démonstration que ce nombre périodique, que ce nombre décadique d'écriture périodique de période 9 est égal à moins 1. Alors quelques exemples ici, quelques exemples pour vous montrer la méthode qui va être employée par la suite et qui va me permettre, méthode qui va me permettre de faire des divisions entre autres. Je prends le nombre qui s'écrira, qui va se terminer par 67 et qui est de période 521. Je vais essayer de lui trouver une écriture. Je voudrais, à vrai dire, je n'ai pas été jusqu'au bout, mais je voudrais essayer de lui trouver une autre écriture. Je vais déjà commencer à vérifier qu'en multipliant ce nombre par 10 puissance la taille de la période c'est 3, il y a 3 chiffres dans ma période 521, 3 chiffres. Qu'en multipliant ce nombre donc, par 1000 et en enlevant ce nombre, bah, ça me donne un nombre entier. J'ai fait l'opération à droite, vous voyez, vous pouvez la lire, vérifier les calculs, je pense qu'ils sont bons. En tout cas, je suis content parce que le nombre est entier. À la fin, j'obtiens 14 833. Et c'est pour la même raison que tout à l'heure. Comme j'ai multiplié par une puissance de 10, dont l'exposant c'est la taille de la période, ça veut dire que j'ai décalé vers la gauche d'un nombre de chiffres, que j'ai décalé tous les chiffres vers la gauche d'un nombre de chiffres égal à la taille de la période. Donc la période se trouve sous la période, finalement. Les 3 chiffres 521, après décalage, ils se retrouvent sous les 3 chiffres 521. 521. Ok? C'est pour ça que ça vous fait 0. Il peut y avoir une retenue. C'est ce cas dans notre deuxième, c'est pour ça que je fais un deuxième exemple. J'ai pris m égale 521, 521, enfin j'ai pris le nombre qui se termine par 41 et de période 521. Si vous multipliez cette fois-ci par 1000, c'est normal que ça soit par 1000 puisque c'est 10 puissance taille de la période, et que vous soustrayez au nombre m, si vous faites la différence, cette fois-ci, compte tenu de la retenue qu'il va y avoir, ça va vous faire que des 9 dans la période. Mais ce n'est pas gênant. On sait qu'un nombre périodique de période 9, c'est un nombre négatif. C'est un entier négatif. On sait, après on pourrait convertir, hein, on pourrait dire à quoi il est égal, je n'ai pas été plus loin, j'ai eu la flemme d'aller plus loin. J'aurais pu vous dire, bon ben voilà, ça correspond à tel nombre entier négatif. C'est pas difficile, puisqu'il suffit de prendre son opposé pour le voir. Je prends l'opposé du nombre qui se termine par 59, pardon, 88 859, et qui est de période 9. Si vous prenez son opposé, période 0, bien sûr, et puis les compléments de 8 à 9, ça fait 1. Le complément de 59 de 5 à 9, ça fait 4. Le complément de 9 à 9, ça fait 0. Vous rajoutez 1. Bref, ça vous ferait le nombre 11 141. Donc, ce nombre-là, c'est tout simplement une écriture décadique du nombre moins 11 141. Vous avez vu, j'ai fait un lien
entre les nombres décadiques et les nombres qui ont une écriture décimale illimitée. Ok? On va regarder ce lien et vous allez voir qu'il est très fort finalement. On va faire les mêmes opérations qu'on avait faites tout à l'heure sur les écritures décimales étendues et puis ici sur nos écritures décadiques. Regardez, on va faire les mêmes opérations parce que finalement ça se comporte de la même façon. Alors si je voulais connaître l'écriture fractionnaire du nombre A, l'écriture rationnelle du nombre rationnel A finalement, je le multiplierai par 10 puissance la taille de la période où il y a 6 chiffres dans la période. La période c'est 0, 9, 5, 2, 3, 8. Il y a 6 chiffres. Donc je multiplie par 10 puissance 6. Tous les nombres, tous les chiffres vont se trouver décalés vers la gauche de 6 chiffres, et donc tous les chiffres de la période se retrouvent sous les mêmes chiffres. Ça nous fait un entier par différence. 10 puissance 6 A moins A, ça nous fera donc 0, 95 238. 95 238 en nombre entier. 10 puissance 6 moins 1, c'est 1 million moins 1, c'est 999 999. Et quand vous faites la simplification, quand vous dites que A est égal à 95 238 divisé par 999 999, après simplification, vous arrivez à 2 sur 21. Faites-moi confiance. Mais si vous n'avez pas confiance, vous le refaites. Hein. J'ai fait la même chose à côté avec le nombre B. C'est-à-dire que j'ai multiplié mon nombre par 10 puissance 6. J'ai multiplié mon nombre par 1 million. En multipliant mon nombre par 1 million, bien sûr, bon, bah, ça fait des zéros au bout. Ça va donc me faire le nombre périodique, le nombre dont la période est toujours 0,9, qu'est-ce qu'il y a après 52, 38, et puis qui se termine par des zéros. Et j'ai fait 10 puissance 6 fois ce nombre, moins le nombre. Alors, à vrai dire, je n'ai pas fait ça. Moi, ce que j'ai fait, je vous le dis quand même, j'ai triché, j'ai fait le contraire. J'ai fait le nombre B, le nombre que je vous ai donné en haut, moins le nombre 10 puissance 6 fois B. Ah oui, c'est plus facile. C'est plus facile parce que là, ici, quand vous écrivez les deux nombres l'un sous l'autre, vous voyez, vous avez tout de suite le résultat. 0,95 238. Vous l'avez immédiatement. Bon, comme je l'ai fait dans l'autre sens, comme j'ai fait B moins 10 puissance 6B, qui me donnait 95 238, ça veut dire que 10 puissance 6B moins B est égal à moins 95 238, c'est son opposé. Donc vous avez un lien entre les nombres. Vous voyez, c'est entre le nombre, entre l'écriture décadique et l'écriture décimale étendue, vous avez un lien. D'un côté, ça vous fait un nombre fractionnaire, 2/21e, de l'autre côté, ça vous fait le même nombre fractionnaire, le même nombre rationnel, mais avec un signe moins, opposé. Alors, je ne sais pas si vous avez bien pigé ça. Ça va? J'ai encore perdu personne? Si vous avez bien compris ça, maintenant c'est facile de faire la division. Ah, c'est très simple. Ce que je vais faire, je vais convertir chacun de ces nombres en nombres rationnels. Je vais simplement écrire chacun de ces deux nombres, le numérateur et le dénominateur, en termes de fractions. Je vais faire un quotient de deux fractions comme je vais faire en primaire, ou en le collège. Ok? On y va, c'est facile. Le nombre A, c'est le nombre, ça va être le nombre qui s'écrit donc 428 571, qui est une période 428 571 et qui se termine d'ailleurs par sa période. Et le nombre B, c'est le nombre qui a une période de 230 769 et qui se termine par sa période. Pour effectuer ce quotient, on recherche les écritures rationnelles. Comment fait-on? On l'a fait il y a un instant, méthode. On multiplie ces nombres par une puissance de 10 de la taille de la période, c'est-à-dire 6, 10 puissance 6 A moins, et puis on fait la différence avec A. Comme tout à l'heure, j'ai fait A moins 10 puissance 6 A, qui, c'est assez évident, vous donne 428 571. Donc, le nombre 10 puissance 6 A moins A, c'est son opposé, moins 428 571.
Si 999 999 fois A est égal à 428 571, une seule fois A sera égal à 999 999 fois moins. Et après simplification, et là aussi vous pouvez me faire confiance, ça fait 3/7. Comme il y a un signe moins, ça va faire moins 3/7. Le signe moins qui était dû au fait que j'avais un nombre négatif par la différence 10 puissance 6a moins 1. Je fais la même chose avec B, c'est-à-dire que je fais B moins 10 puissance 6b, puis après je prends l'opposé. Ça me fait donc moins 230 769. Donc le nombre B va être égal, après division par 999 999, à moins 3/13. Après simplification, bien entendu. Finalement, c'est pas si difficile que ça. Mon quotient, ça va être le quotient des deux nombres, moins 3/7 par moins 3/13. Si vous savez faire des quotients de fractions, c'est très bien. Vous savez qu'on va multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Voilà le résultat. Ça nous fait 13/7. Disons que ça se fait. Je veux dire que maintenant, on est retombé sur des choses élémentaires. Ok, c'est plus, là, on n'est plus dans des trucs complètement tordus. On est vraiment dans des trucs très très simples. Il y a quand même encore un petit truc à faire, puisque je vous ai dit quand même que je voulais faire un quotient de deux nombres décadiques, et je vais quand même donner le résultat sous forme décadique. Donc il faut que je convertisse mon 13/7, il faut que je donne une écriture décadique du 13/7. 13/7, si je fais la division, 13 divisé par 7, ça me fait 1, quelque chose. Comprendre que 13/7, c'est 1 plus un reste. Ce reste, c'est 6. 6/7, 6 à diviser par 7. Et les 6/7, si vous regardez, c'est 0,85. D'ailleurs, quand vous faites la division, vous le voyez. C'est un nombre périodique aussi, donc un nombre qui a une écriture décimale illimitée, périodique, de période. 85, 71, 42. Donc si vous prenez maintenant si vous prenez le nombre décadique, celui qui s'écrit simplement avec la période, c'est-à-dire 85, 71, 42 périodique se terminant par sa période, ça vous fait, on vient de le voir, ça vous fait l'opposé de ce nombre, c'est-à-dire moins 6/7. Et si vous voulez avoir 6/7, c'est pas difficile. Il suffit de prendre l'opposé de ce nombre, c'est-à-dire de compléter chacun des chiffres à 9 et puis de rajouter un au chiffre des unités. C'est-à-dire que finalement, le 6/7, dont j'ai besoin dans le 13/7 qui est égal à 1 plus 6/7, le 13/7, le 6/7, c'est le nombre périodique qui se termine par 14, 28, 58 et qui est de période 14, 28, 57. Ça, c'est 6/7. Puis après, il faut que je rajoute 1 pour avoir le 13/7. Quand je rajoute 1 à ce nombre, ça, c'est pas méchant. Ça fait le nombre périodique, ça me fait le nombre décadique de période 14, 28, 57. Et puis qui se termine donc par 14, 28, 58 plus 1, 14, 28, 59. Ok? Voilà, voilà mon quotient. Ça y est, je l'ai obtenu. Sans rien faire presque. Enfin, c'était facile. Ok? Et vous voyez, j'aurais pu le faire dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ça m'aurait fait 7/13. Il aurait fallu que je fasse la division de 7 par 13. Puis j'obtenais également un entier, d'ailleurs. Un entier décadique. Alors vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui fait que j'ai des entiers décadiques et puis quels sont les nombres qui ne sont pas des entiers décadiques? J'allais en parler un petit peu. Avant de vous parler de mon problème de banque dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous en parlais un petit peu. C'est-à-dire, les nombres qui ne vont pas être entiers, ce sont les nombres rationnels qui vont avoir une écriture fractionnaire, une écriture réduite, qui contiennent des puissances de 2 ou des puissances de 5. C'est les seuls. Tous les autres seront des écritures entières. Par exemple, 4/13, si je fais la division de 4 par 13, voilà le nombre que j'obtiens. 4 divisé par 13, ça me fait un nombre de périodes 69, 23, 07, et puis se terminant par 69, 23, 08. Si je veux calculer un 12e, là, c'est une autre chanson. Un 12e,
Son dénominateur, c'est 12, c'est 4 fois 3, c'est-à-dire une puissance de 2 multipliée par 3. Et là, ça ne vous donnera pas un entier décadique. Alors, je vous montre pourquoi et je vous montre comment on fait. On va multiplier le numérateur et le dénominateur de la fraction 1/12e par une puissance de 5. Ici, au dénominateur, c'est une puissance de 2. Je vais multiplier par une puissance de 5 pour avoir des 10, dont l'exposant va être égal au même exposant que celui que j'ai pour la puissance de 2, c'est-à-dire 2 en l'occurrence. Je multiplie par 5 puissance 2, et au dénominateur, en multipliant par 5 puissance 2, je vais obtenir du 10 puissance 2. 10 puissance 2, c'est un centième, donc mon nombre, c'est 1 centième fois un nombre qui s'écrit 25 tiers. Et 25 tiers, maintenant, ce nombre-là, je suis sûr, c'est un entier. C'est un entier décadique. Parce qu'au dénominateur de la fraction 25 tiers, je n'ai pas des puissances de 2, je n'ai pas des puissances de 5. Donc c'est un nombre décadique, entier. Je fais la division, voilà, j'ai donné le résultat. Ça fait finalement, pour le nombre 25 tiers, d'un nombre périodique, de période 6, et puis qui se termine par 75. Donc le nombre que je vous ai donné au départ, c'était le centième de celui-là, il faut diviser par 100. Donc il va y avoir une virgule. Ça va donc être un nombre qui va avoir une période de 6, se terminer, donc partie entière, ça va être un nombre entier décadique se terminant par 6 période 6, et puis qui va avoir 75 comme décimale. Je ne m'éternise pas davantage sur les écritures décimales avec des chiffres après la virgule. Je vous ai dit que ce n'était pas tellement ce que je voulais faire. On va donner juste une application. J'aurais pu en donner d'autres. J'en ai choisi une qui est assez marrante. Enfin bon, assez marrante, c'est toujours pareil, on s'amuse avec ce qu'on veut. Après, on attend. Ici, oui, j'ai donné une équation de la forme x2 égale x. Alors vous avez peut-être vu ça en lycée, ce genre d'équation, équation du second degré, surtout avec des nombres entiers, on vous a dit ça admet au plus 2 racines. En l'occurrence, ici, ça en admet 4. Voilà une équation qui a 4 racines dans l'ensemble des nombres décadiques. Vous voyez ? Alors, vous retrouvez les nombres que vous connaissiez déjà. x2 égale x, et nombre dont le carré est égal à lui-même. Il y a 0. 0 fois 0, ça fait 0. Il y a 1. 1 fois 1, ça fait 1. Et puis après, vous avez des nombres qui ne sont pas périodiques, ça seulement. Les nombres qui se terminent par ce que j'ai marqué ici, 12, 890, 625, pour l'un d'entre eux, et 87, 109, 376 pour le deuxième. Donc là, je vous donne que quelques chiffres. Mais il y en a une infinité, puis c'est pas périodique. Alors, pour dire qu'on ne peut pas tous les écrire, c'est vrai, on ne connaît pas bien ces nombres. Bon, nous, on ne les connaît pas bien, on ne connaît que très peu de chiffres. Mais je vous demande quand même de me calculer le produit. Calculer le produit de ces deux nombres. Facile? Vous voyez comment faire? On ne connaît pas les nombres, on ne demande que de calculer le produit. Il faut regarder ce qu'on connaît sur ces nombres. Vous savez que le nombre A, c'est un nombre dont le carré est égal à lui-même. Vous savez que le nombre B, c'est un nombre dont le carré est égal à lui-même. Vous avez A2 égale A, B2 égale B. Vous multipliez ces deux égalités entre elles. Vous allez avoir A2, B2 égale AB. A2, B2, c'est AA, BB. C'est aussi AB, AB. C'est-à-dire AB au carré est égal à AB. Mais si AB au carré est égal à AB, ça veut dire que AB, c'est un nombre qui, multiplié par lui-même, donne lui-même. Mais il y en a 4 qui font ça, qui sont égaux à ça. Il y a 0, 1, A et B. Donc le produit AB, c'est l'un de ces 4 nombres. On a sérieusement réduit le problème. Maintenant, il faut savoir lequel. Alors, je vous écoute. Lequel? Alors, on ne va pas les tirer au sort. C'est plus simple que ça. Quand vous faites le produit AB, regardez le chiffre des unités. Le A se termine par 5, le B se termine par 6. Quand vous faites A fois B, ça se terminera donc par 0. 5 fois 6, ça fait 30, ça va faire 0 et je retiens 3. Le produit AB va se terminer par 0. Et le produit AB, c'est un des 4 nombres 0, 1, A ou B.
Ben, il n'y en a qu'un seul qui se termine par 0. C'est 0. Le produit AB, c'est tout simplement le nombre 0. Et là, vous voyez, c'est encore une chose qui est marrante, enfin étonnante avec les nombres décadiques. C'est qu'on a deux nombres qui ne sont pas nuls, dont le produit est égal à 0. Ça, vous ne trouvez pas ça non plus dans l'ensemble des entiers naturels. Hein. Vous voyez, on trouve des choses marrantes comme ça, il y en a plein. Alors, bon, je pourrais y passer des heures, hein, mais bon, je crois qu'on n'a pas le temps ici. On est très limité avec la location de la salle. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Hein. Alors, tout à l'heure, je vous ai demandé, je vous ai peut-être parlé de ce fameux problème qu'on pouvait avoir, cette question qu'on pouvait se poser, peut-on devenir riche en rendant au centuple, en remboursant au centuple ce qu'on nous aurait prêté? C'est idiot, hein? C'est idiot, mais quand on y regarde bien, vous allez voir. Allez. On va donc supposer une banque que j'ai appelée banque de Hansel, par hasard, comme ça. Tout le monde peut ouvrir un compte dans cette banque. Et voilà comment les choses se passent. J'ai dit l'ouverture du compte s'effectue au début de mois et se termine et se clôture en fin de mois. Alors si j'ai dit ça, à vrai dire, c'est simplement pour dire qu'à la fin du mois, on vous rembourse ce qu'on vous doit, ou bien vous remboursez ce que vous devez à la banque. Ok. Hein. C'est-à-dire que dans l'intervalle, dans le laps du temps où on travaille sur les opérations, vous n'avez pas le droit de toucher à votre pognon. Ok. C'est simplement ça. J'ai pris un mois, comme j'aurais très bien pu prendre un jour, j'aurais pu prendre une heure, parce qu'avec l'informatique, ça va très vite. Vous devez placer votre argent, alors quand je dis placer, c'est carrément le donner, il ne faut pas rêver. Vous devez donner une certaine somme à la banque, et la banque, elle s'engage à vous rembourser 100 fois ce que vous lui versez. Intéressant, non? Vous connaissez des banques comme ça? La banque de Hansel fait ça, hein, vous savez. Donc, elle vous rembourse 100 fois, mais il y a une petite contrainte. Chaque fois qu'elle vous donne une somme d'argent, vous êtes amené, vous devez le rembourser, vous devez reverser 10% de cette somme. Immédiatement. Et à ce moment-là, la banque s'engage à nouveau à vous rembourser 10 fois la somme que vous venez de verser. Intéressant, non? Alors rassurez-vous, vous n'avez rien à faire, ça se fait automatiquement tout ça. C'est un jeu d'écriture simplement. La banque s'engage toujours à vous rembourser 100 fois la somme que vous lui versez et vous vous engagez à verser toujours 10% de la somme qu'elle vous donne. C'est clair? Bon, et bien à la clôture du compte, en plus on vous prélèvera quelques frais d'écriture, bien sûr, c'est normal, une banque ça prélève toujours des frais d'écriture. Qu'est-ce qu'on vous prélèvera? On vous prélèvera 100 fois la somme initiale, c'est-à-dire le premier montant qu'on vous a donné. Au départ, vous avez versé S, on vous a remboursé 100 S, et ben, on vous les prendra comme frais bancaires. C'est tout. Voilà. Combien vous mettez? Intéressant, non? La banque va faire faillite, hein, ça c'est clair. Alors moi j'ai fait un essai, je me suis dit après tout, je vais faire un essai, mais comme j'ai un peu peur quand même de tout ça, j'ai mis que 9 €. Alors je regarde un peu les opérations que ça va faire, je mets 9 €, mon débit c'est 9 €, ça veut dire que la banque elle encaisse 9 €, et le crédit bien sûr, ce que j'appelle le crédit à droite, c'est ce que la banque va me verser, ce que la banque va donc les dépenses de la banque. La banque va tout de suite me verser 900 €. Mais sur les 900 €, je dois lui donner 10%, c'est-à-dire 90 €. Et tout de suite, la banque me reverse 9000 €. Vous voyez, ça continue. Après, sur les 9000 €, j'en donne 10%, c'est-à-dire 900 €, et la banque me rembourse tout de suite 90 000 €. Sur les 90 000 €, je dois en donner 9 000 et la banque me remboursera, etc. Indéfiniment. C'est intéressant, non? Et voilà une banque qui va faire faillite. Regardons ça de plus près. Regardons le total des versements pour commencer.
Le total des versements, vous avez versé 9 €, c'est-à-dire le total de vos débits, ce qu'on appelle les débits. Vous avez versé 9 €, vous avez versé 90 €, 900, vous faites la somme. C'est très facile à faire cette somme parce que vous voyez, il n'y a que des 9 finalement, puis 9 plus 90 ça fait 99, plus 900 ça fait 999, plus 9999, bref, c'est que des 9. C'est un nombre décadique ça. Un nombre décadique de période 9, vous avez vu, vous vous souvenez? C'est moins 1. C'est moins 1, ah bah c'est intéressant quand même. C'est moins 1, ça veut dire que finalement, votre débit est négatif. Ça veut dire que finalement, c'est la banque qui vous file 1 €. C'est pas mal. Alors bien sûr, elle vous en reprend 900 de frais d'écriture. Bref, votre total débit, c'est 899 €. Regardons maintenant ce qu'elle vous donne. Ben, elle vous a donné, faites le compte, elle vous donne 900, plus 9000, plus 90 000, plus etc. C'est-à-dire, finalement, là aussi, il n'y a que des 9, sauf à la fin où il y a 2 zéros. C'est aussi un nombre décadique de période 9 se terminant par 0, 0. C'est-à-dire que c'est 100 fois le nombre périodique de période 9, et se terminant par 9, c'est-à-dire 100 fois moins 1. C'est-à-dire que le crédit, il est de moins 100 €. Le crédit est de moins 100 €, ça veut donc dire que vous avez un crédit de moins 100 €, la banque débourse moins 100 €. Ben faites le total, le résultat c'est quoi? Le résultat, ça va être le total recette, le total crédit moins le total débit. C'est-à-dire que vous allez avoir moins 100 €, moins 899 € sur votre compte. Vous arrivez à moins 999 €. Un petit découvert de 999 €. Un solde négatif. Vous voyez qu'on peut être très très généreux, qu'on peut se faire beaucoup d'argent en étant très très généreux. C'est facile, hein? Je vois que là, ça me laisse sceptique. Hein. Là, je suis pas sûr que je vous ai convaincu. Bon, ce qu'il faut retenir quand même de cette conférence, c'est que lorsqu'on fait de la vulgarisation, on est toujours amené à faire une présentation un peu simplifiée des choses. Et que dans cette présentation, on peut être amené à vous donner une représentation faussée des choses. Et si en plus on oublie, on est obligé, on ne peut pas tout donner, on est obligé d'occulter une partie des fondamentaux de la théorie, alors on peut arriver à des situations qui sont vraiment paradoxales. Voilà, je vous remercie.